Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de l'émission Trésor de Sarthe, enregistrée sur l'antenne de RCF, et cela depuis de très très nombreuses années, plus d'une dizaine d'années je crois. Nous allons évoquer aujourd'hui la parution de notre dernier numéro, le numéro 484, qui est sorti début septembre, actuellement disponible dans les librairies du Mans et d'autres sans doute, et dans le réseau de très très nombreux points presse. Dans ce numéro de rentrée, nous n'allons pas présenter tout le sommaire, il est très riche et dans des domaines très variés, qui touchent aussi bien l'aviation que la marine, à vrai dire. Un article sur une statue, très belle petite statue d'Ulude, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Sur une moto de course, la JBB du Mans, qui a eu son heure de gloire. Un chantier naval à Château-du-Loir, oui c'est curieux, mais justement l'auteur qui est avec nous aujourd'hui pourra nous en parler beaucoup plus longuement. L'anatomie d'une chute, l'histoire d'un ballon qui s'est écrasé en 1880 lors d'une exposition nationale au Mans. Et nous reviendrons également aujourd'hui sur le général Boulanger, un personnage assez curieux ma foi. Et des rubriques habituelles. Pour ne pas l'oublier tout de même, un dossier sur Marie Marvinck qui a été écrit par Daniel Levoyer, mais nous vous le présenterons lors d'un prochain enregistrement. Alors, commençons par cette histoire de chantier naval, et nous recevons l'auteur de l'article, Jacques-Henri Minier, un de nos anciens rédacteurs en chef même, pendant une longue période. Nous ne nous attendons pas, bien sûr, à ce qu'un chantier naval arrive à Château-du-Loir, et nous allons voir tout ce qu'il a pu construire. Mais en définitive, l'aventure a commencé à Paris et plutôt dans l'aéronautique, avec une entreprise qui était spécialisée dans des pièces destinées à des marques de moteurs d'avion. Oui, c'est ça. En fait, cette entreprise avait commencé ses activités dans l'aéronautique et s'était spécialisé dans les fabrications en aluminium. Et donc, ils avaient commencé bien avant la guerre. Et après, vers 1946, après la guerre de 40, ils ont eu l'idée de fabriquer des bateaux. Pourquoi des bateaux ? C'est parce que ils s'étaient aperçus que la qualité de leur aluminium pouvait très bien servir à faire des embarcations. Et ils ont fait des essais d'immersion en Méditerranée et l'aluminium n'a pas bougé. Absolument pas. Ils avaient une très grande qualité d'aluminium et c'est là que ils ont commencé à faire des bateaux. Alors pourquoi Château-du-Loir ? C'est parce que ils n'avaient pas la place dans la région parisienne. Tous leurs ateliers étaient occupés par les fabrications aéronautiques et le patron ou le propriétaire de ces usines, il se trouve qu'il avait acheté à Château-du-Loir une petite usine qui servait pour faire des boîtes de conserve. Et alors, cette entreprise marchait très très mal. Il l'avait finalement transformée pour faire aussi quelques pièces d'aéronautique. Alors il s'est dit, finalement, pourquoi ne pas commencer la fabrication des bateaux à Château-du-Loir ? L'entreprise s'appellera l'ACNAM, les ateliers de construction navale et d'application mécanique. C'est ça. Et un ingénieur viendra à Château-du-Loir. Voilà, un ingénieur spécialisé dans la construction navale viendra mettre en route les ateliers et après il y aura également un chef d'atelier qui va avoir un rôle très important parce que pendant des années, c'est lui qui va mener, en tant que directeur, qui va mener, on peut dire à bout de bras, cette entreprise. L'ingénieur, Monsieur Graton, et le directeur de l'usine, si on peut dire, sur place, oui, Monsieur Jupila. Alors, ils ont commencé, les premières commandes ont été des commandes pour, disons, les institutionnels, la poste, l'armée également, qui leur ont demandé des canaux. Voilà, donc qui étaient tout en aluminium. Et ensuite, ils ont eu une grosse commande, on pourrait dire inespérée, c'est-à-dire que les concepteurs du paquebot France voulaient que les superstructures du bateau soient en aluminium pour des questions de légèreté. Et ils ont confié au chantier naval de Château-du-Loir toute la construction des canaux de sauvetage
et la construction des vedettes qui étaient destinées à emmener les passagers à terre lors des escales. D'ailleurs, les ateliers avaient déjà travaillé pour des paquebots Flandre et Antilles, Oui, je crois, et un personnage, il faut le citer tout de même, Paul-Émile Victor, oui, pour son expédition polaire. Voilà. Ils avaient fait un canot pour Paul-Émile Victor. Voilà, oui. Nous verrons plus tard que d'autres marins célèbres, mais plutôt dans le domaine de la compétition, sont passés également à Château-du-Loir. Alors là, c'est un autre volet qu'on va aborder également. Alors, revenons un instant sur les canaux du France. Ça a été une très très importante commande. Et comme on le voit dans l'article, il reste des photos parce que a fallu faire des essais de flottabilité de ces canaux. Et comme il fallait des gens pour mettre dans les canaux, ils ont fait appel à la population de Château-du-Loir. Et c'est comme ça que on a pu voir des canaux voguer sur le Loir avec ce que l'on peut appeler des naufragés volontaires, et munis de leur gilet de sauvetage et qui étaient en fait des habitants de Château-du-Loir. C'était de belles chaloupes, 165 passagers à bord. Oui. Et au fil des essais, il n'y a jamais eu de perte. Non. Et d'ailleurs, les canots ont donné excellente satisfaction à tous les essais qu'ils ont faits. Toujours pour le France, je crois me rappeler, il y a également eu des vedettes pour les escales. Oui, c'est ça. Il y a eu 4 vedettes pour les passagers et 2 vedettes spéciales, beaucoup plus importantes, pour les officiers. Alors, c'est tout un volet de l'activité. Et arrive un deuxième volet avec les voiliers de course qui leur sont confiés. Alors ça a été l'aventure des voiliers de course. L'un des premiers voiliers qu'ils ont fait d'ailleurs avait été commandé par un acteur de cinéma qui était assez connu à l'époque mais qui est complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Georges Rivière. Et il avait commandé un bateau de course parce qu'il voulait un bateau tout en aluminium. C'est alors que là, ils ont commencé à faire des voiliers en s'adressant pour les dessiner, parce qu'un voilier de course, il faut le dessiner par un architecte spécialisé. Ils ont fait appel à des grands architectes français et étrangers, pour certains aussi, parce que il y a eu des navigateurs qui ont demandé à des architectes américains, notamment de construire des bateaux à Château-du-Loir, parce qu'ils tenaient à avoir la qualité du travail des ateliers de la CNAM. Et des clients célèbres, vous citez Gaston Deffer. Alors Gaston Deffer a fait construire 3 bateaux à Château-du-Loir. Gaston Deffer, on le sait peut-être pas, on connaît sa carrière d'homme politique, mais c'était aussi un amoureux de la mer et un très très grand marin. Et il a d'ailleurs eu quelques distinctions en tant que marin. Il naviguait essentiellement sur la Méditerranée. Et il a fait donc construire des bateaux avec des plans d'un architecte à Château-du-Loir. Et d'ailleurs, il est venu plusieurs fois à Château-du-Loir. Éric Tabarly également, qui est venu en visiteur voir comment les choses se passaient. Voilà. Alors là, c'est un autre navigateur qui a confié... alors il s'appelle Alain Glissman. Alain Glissman était un navigateur assez connu à l'époque parce qu'en même temps qu'il faisait des courses, il était aussi directeur de la principale revue nautique qui s'appelait Neptune Nautisme. Et Glissman avait confié la fabrication d'un de ses bateaux de course au chantier de Château-du-Loir. Et comme il était ami avec Tabarly et tous les navigateurs de cette époque... Alain Collat également. Alors, Tabarly est venu, je crois qu'il est venu qu'une seule fois à Château-du-Loir pour voir un petit peu les assemblages et comment ça se montait, parce que lui, il faisait faire ses bateaux à Lorient. Ces bateaux qui étaient de type divers, mais là nous vous renvoyons à vos dictionnaires pour savoir ce qu'est un sloop, ce qu'est un ketch. C'est évidemment pas la même mâture, la même voilure, oui. Mais n'entrons pas dans ces détails. Quelques mots sur l'un de ces raceurs qui a eu un destin tout à fait particulier, le RAF. Alors qui a eu une première et une seconde vie, si on peut dire. Oui, il a eu 2, 3 vies même, on pourrait dire, parce que il a navigué d'abord sous le nom de RAF
où il n'a pas eu beaucoup de... Alain Glixman, dont nous parlions là, lors de la Transat 1968, était parti en tête et il a eu une avarie et il était bien parti pour gagner. Et puis, après, le bateau a été revendu et c'est d'autres navigateurs et d'autres sponsors, puisque ce bateau est devenu 33 Export. Et là, il a fait beaucoup parler de lui dans les courses autour du monde. Et il navigue encore ? Alors, il a eu un destin assez curieux. Après, vous savez que les bateaux de course, quelquefois, le progrès technique avance et il n'était plus compétitif en tant que bateau de course. Il a été revendu plusieurs fois et il a fini sur un chantier aux États-Unis où il est resté 28 ans à l'abandon. Et très récemment, il y a quelques années, il a été repris par un amateur qui l'a entièrement restauré et qui le fait naviguer à la Martinique. Cette aventure aura une fin pour plusieurs raisons. Les ateliers étaient très vétustes et la société mère n'y investissait guère. Absolument. Il y a eu dans le domaine des matériaux pour les raceurs le polyester, qui était peut-être moins résistant, mais aussi beaucoup moins cher. Oui. Et puis partir de Château-du-Loir pour rejoindre l'océan ou la Méditerranée, il devait y avoir des problèmes de transport. Exactement, ce sont ces trois problèmes cumulés. L'éloignement de la mer, le fait que, comme vous le disiez, la maison mère à Paris se consacrait essentiellement à ses productions aéronautiques. Et puis la troisième chose, c'est l'arrivée du polyester qui a fait que les constructions en aluminium sont véritablement devenues des constructions de luxe très onéreuses. Fin de l'aventure. Alors, fin de l'aventure en 1977. Juste un seul regret, c'est qu'Olivier de Kersauzon, qui a fait ses premiers pas dans la marine, si on peut dire, avec les scouts marins du Mans, qui organisait des camps au Glénan, c'est ce qui lui a donné la passion de ces courses, n'est pas connu cette aventure-là. Non, il l'a pas connu. Il l'a peut-être connu, mais enfin, il n'a pas fait construire de bateau. Il n'est pas venu, d'après ce que j'ai pu savoir, il n'est pas venu à Château-du-Loir. Bien, le département a des richesses dans des domaines insoupçonnés, souvent. Absolument. Merci Jacques-Henri de nous avoir fait découvrir un chantier que beaucoup ont oublié. Certains Castelloriens se rappellent malgré tout. Et c'est l'un d'entre eux qui vous a rappelé toute cette longue histoire. Il reste pratiquement qu'un seul ouvrier aujourd'hui qui a connu toute l'aventure puisqu'il est rentré en 1958 et qu'il a travaillé jusqu'à la fin. Et beaucoup de Castelloriens, au moins, se souviennent des convois exceptionnels qui traversaient le château du Loir. Merci encore Jacques-Henri. Maintenant, abordons une plage musicale avec Manu Dibango. Alors, il y a un lien avec la Sarthe, puisque Manu Dibango est arrivé à près de Saint-Calais pour y passer plusieurs années de sa jeunesse, avant de découvrir la musique et de commencer une formation et d'avoir la longue carrière que nous lui connaissons, dans le domaine de la soul principalement. Il a toujours été fidèle à Saint-Calais, il y revenait tous les ans, où il était vraiment toujours bien accueilli, bien sûr, mais également très très populaire. Alors c'est un premier lien avec le département, et puis s'il en fallait un autre avec cette émission, eh bien nous avons choisi un morceau qui s'appelle Douane la Sérénade, et nous entendons quelques mouettes.
Reprenons notre deuxième mi-temps et juste 2 coups de cœur pour ne pas les oublier avant de passer la parole à Gérard Blanchard pour un autre article. Un coup de cœur littéraire avec un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps encore sur Sainte Scolastique, patronne du Mans, écrit par 3 auteurs, dont Michel Aguet, qui est un membre de la Vie mancelle et sartoise. Autre ouvrage tout à fait récent, écrit par la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, enfin publié par la SASA, et qui a été écrit par Jean-Pierre Épinal et Guillaume Épinal, son fils, passionnés de roses. Alors il s'agit de Rosoman et Rosoman, de la Renaissance à nos jours, car le Mans a une période assez glorieuse dans ce domaine à la fin du XIXe siècle, je crois, principalement. Gérard Blanchard, vous évoquez le général Boulanger, qui est venu au Mans rapidement, certes, mais qui a laissé un certain souvenir. Oui, un passage éclair, on nous dira. Alors, le général de Boulanger, ça n'est pas du tout un Manceau ni un Sartois. C'est un personnage qui a eu son heure de gloire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, un fringant général avec une carrière éclatante, la Crimée, l'Algérie, etc. Et qui, une fois sa carrière militaire terminée, est devenu un homme politique. Et alors, pourquoi en parler au Mans ? Parce que un jour de 1886, il était devenu ministre de la guerre et il avait entendu dire, ou on lui avait signalé, que sur le boulevard de la Petite Vitesse au Mans, le quai d'embarquement pour les hommes, les chevaux et les armes était complètement encombré et inutilisable par la société Carrel, qui donc était un charpentier menuisier. Fabricant de voitures et wagons. Fabricant de voitures et wagons, en bois notamment. Et en aluminium plus tard, on y revient à l'aluminium. Oui, là on est à l'époque du bois. Et Carrel entreposait, parce que c'était tout près de son usine, entreposait des billes de bois sur le quai d'embarquement. Alors, il faut aussi se rappeler que nous étions là dans une période un petit peu particulière, puisque c'était 15 ans après la défaite de la guerre de 70, et on baignait dans un état d'esprit de revanche qu'il fallait préparer. On ne savait pas quand ce serait, mais ça serait sûrement un moment ou l'autre. Et on la voulait. Et on la voulait, tout le monde la voulait. Notamment le général Boulanger. Alors, le général en question, avec sa faconde, avait fait une campagne électorale brillante, en ce sens qu'il s'était fait élire député dans 5 ou 6 départements. Oui, rappelez-nous tout de même le système. Ce qui était possible à l'époque, c'était tout à fait constitutionnel. On se faisait élire là où c'était possible, semble-t-il, et on choisissait après le département qu'on allait retenir. Bien, bref, fermons cette parenthèse, mais ça donnait évidemment à l'intéressé une dimension nationale automatique. Alors, le général Boulanger s'est pointé un jour au Mans, au petit matin, en civil, et a réveillé tout le monde, y compris le chef de gare à qui il a passé un savon mémorable, du fait qu'il laissait encombrer le quai d'embarquement, comme je le disais. Et puis il a été un peu plus loin, il a été voir le général, non, c'était un colonel je crois, commandant la garnison, on va dire, la caserne qui se trouvait du côté de la Mission, maintenant caserne Pexan. Et voilà, alors donc ça a fait tout un pataquès. On dit que le colonel a eu un malaise et qu'il en est mort. Donc ça a fait quand même la une de l'actualité mancelle. Alors le brave général Boulanger, que ses amis poussaient pour prendre le pouvoir, a fini par y renoncer. Il y avait des manifestations. Il était quand même tout à fait populiste, on va dire. Populaire et populiste. Populaire, devenu populiste.
Donc c'est cette histoire qui fait l'objet de 2 pages dans la vie Mancel, parce que ça a défrayé la chronique. Alors, Boulanger a eu une fin, on va dire, pas glorieuse, dans la mesure où il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse qui venait de mourir. Voilà, alors chacun ses soucis mais il valait peut-être mieux pour la France, parce qu'il avait énormément d'ambition. Il voulait prendre le Parlement, pratiquement. Tout à fait. Ce qui peut nous rappeler qu'un épisode américain il y a quelques années. Donc nous courions les mêmes risques. Tout à fait. Un personnage très curieux à découvrir dans ce numéro. Un personnage intéressant pour les journalistes, parce qu'il a fait l'objet d'un tas de caricatures qui faisaient les joies de la presse nationale à cette époque. Alors dans l'article, il y en a quelques-unes qui sont en effet intéressantes, quoi. Merci beaucoup Gérard Blanchard pour cette évocation. Avant de conclure, je voudrais rappeler la présence de la vie Mancel et sartoise. Je parle sous votre surveillance d'ailleurs, sur les salons Faites Lire, les 5 et 6 octobre. Place des Jacobins pour l'essentiel, et en ce qui nous concerne. Place de la République également. De la place de la République à la place des Jacobins. Voilà. Mais nous-mêmes, nous serons place des Jacobins, comme l'an dernier. Et puis, ne l'oublions pas, un grand remerciement à Mathieu Goualard pour la technique toujours parfaite. Eh bien, en espérant vous retrouver le mois prochain pour notre prochaine émission.